Il serait faux de penser que la science a déjà résolu tous les dangers et les secrets qui tournent autour du Soleil. Aujourd'hui, nous vivons une époque de découverte majeure et pouvons rencontrer dans notre entourage cosmique des phénomènes étranges et merveilleux. Le système solaire est un endroit fantastique. D'autres systèmes planétaires ont été découverts, mais aucun ne lui ressemble jusqu'à présent. Vous venez d'embarquer pour un voyage magique à travers les 7 merveilles du système solaire. Dirigeons-nous d'abord vers l'orbite de Saturne. Numéro 7. Encelade. Nous sommes le 2 novembre 2009, à minuit. Un vaisseau de la NASA, Cassini, est en orbite autour de Saturne. Les appareils enregistrent soudain un élément étrange sur Encelade, une de ses lunes extérieures. La plupart des lunes du système solaire sont géologiquement mortes. Quand on observe le pôle sud d'Encelade, sa surface glacée et scintillante respire le calme. Et brusquement, de gigantesques geysers jaillissent des fissures du sol et éjectent de l'eau et de la glace. Encelade est une lune assez extraordinaire. Son volcanisme est différent de celui de la Terre. Nous avons un magma bouillant qui jaillit des entrailles de la planète et qui est composé principalement de roches fondues. Encelade contient de l'eau. C'est donc de l'eau qui sort du sol et qui gèle. On appelle ce phénomène le cryovolcanisme. Le vaisseau Cassini a traversé des jets d'énergie qui soufflent sur des centaines de kilomètres, à une vitesse de plus de 2000 km/h. Nous avons été fascinés quand nous avons vu ces geysers jaillir du pôle sud sur Encelade. On n'avait rien observé de semblable sur les autres lunes glacées du système solaire. Il se passe quelque chose de particulier sur Encelade. Il y a une activité et nous voulons savoir pourquoi. Les spécialistes ont dénombré au moins 30 geysers s'élevant d'étroites failles géologiques, les rayures de Tigre, situées dans la zone polaire sud d'Encelade. Une nouvelle carte infrarouge de la zone révèle des températures de surface élevées. La chaleur émanant des rayures de Tigre pourrait être générée par les vapeurs qui remontent et propulsent les jets. On trouve sur Terre des endroits qui peuvent nous permettre de comprendre ce phénomène fascinant. Une piste de ski fraîchement damée. Ou un plateau de cinéma. Regardez ce canon à neige. C'est comme un geyser d'Encelade. Les particules de glace et les gouttes d'eau gèlent au contact de l'air extérieur. Et les gaz en expansion contribuent aussi à refroidir les gouttelettes et à les geler. Dans le cas d'Encelade, l'eau liquide chauffée sous la surface va jaillir par les fissures de la région polaire sud. Au contact de l'air froid, elle va geler et former des flocons et des particules de glace. Un peu comme ceux qui sortent de ce canon à neige. Les spécialistes pensent que ce cryovolcanisme est produit par 2 sources de chaleur internes. L'une d'entre elles se composerait d'éléments radioactifs qui, en se désintégrant, produiraient de la chaleur et maintiendraient l'eau à l'état liquide.
La seconde pourrait être liée aux marées. Supposons que ce ballon souple soit Encelade. Elle parcourt une orbite quasi-elliptique, un peu excentrée autour de Saturne. Elle est donc parfois près de la planète et parfois plus éloignée. Lorsqu'elle est proche de Saturne, l'attraction gravitationnelle de la planète crée une marée plus forte que lorsqu'elle est éloignée. Et cela entraîne un frottement de la matière interne et une libération d'énergie. Cette friction de marée, comme on l'appelle, permet à la matière à l'intérieur de la Lune de fondre et de maintenir l'eau sous cette forme. Il s'agit maintenant de savoir quelle quantité d'eau se trouve sous la surface de cette petite Lune. Pourrait-elle cacher un océan souterrain? On suppose qu'il existe un océan, car il faut une source pour alimenter les geysers. Mais il ne s'étend sans doute pas sur la totalité d'Encelade. Peut-être se trouve-t-il uniquement dans les zones d'où jaillissent les geysers. Mais il existe forcément un réservoir important d'eau liquide sous la surface de cette Lune. Et cette eau pourrait grouiller de molécules organiques qui, évoluant à des températures relativement chaudes, constitueraient les éléments nécessaires à la création de la vie. Ce serait incroyable de trouver une forme de vie primitive sous la surface d'Encelade. Personne ne s'attend à découvrir des créatures aussi complexes que des humains, des lapins ou des tortues. Mais si l'on y trouvait des traces de vie bactérienne ou microbienne, différentes des formes de vie terrestres, cela constituerait l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Encelade tourne autour d'une autre merveille du système solaire. Numéro 6, les anneaux de Saturne. Ces anneaux, nommés selon un ordre alphabétique qui suit leur découverte, font partie des visions célestes les plus magnifiques. Cela fait maintenant un certain temps qu'un vaisseau voyageur s'est dirigé pour la première fois vers Saturne. Aujourd'hui, grâce aux images fournies par Cassini, on peut voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur des anneaux de Saturne. C'est aussi simple que de mettre des lunettes 3D. On estime que dans ces 7 anneaux principaux, la planète possède des milliers de boucles composées de 35 milliards de tonnes de glace et de poussière et contenant un volume d'eau équivalent à 26 fois celui de la Terre. Mais leur origine échappe aux scientifiques depuis des siècles. On ne connaît pas vraiment leur origine. Il pourrait s'agir de matériaux qui n'auraient jamais réussi à former une Lune en raison de l'influence gravitationnelle de Saturne. Ou peut-être s'agit-il d'une Lune qui s'est trop rapprochée de la planète et qui s'est brisée sous l'effet gravitationnel des marées de Saturne. Ou peut-être encore qu'une comète passée trop près de Saturne a été réduite en 1000 morceaux par le puissant champ gravitationnel. Le plus surprenant, c'est que les spécialistes ont dénombré 62 lunes dans les anneaux de Saturne. De nouvelles images indiquent que ces minuscules satellites ont emmené les anneaux vers de nouvelles hauteurs. « 11 août 2009. La photo d'un équinoxe de Saturne montre ces anneaux éclairés par une lumière solaire rasante. L'image révèle que les rubans lumineux, qui semblaient plats, comportent des crêtes pouvant mesurer de quelques mètres ou jusqu'à la hauteur des sommets alpins. Lorsqu'on regarde les anneaux de Saturne au télescope depuis la Terre, ils paraissent tout à fait lisses sans relief. Mais on s'est aperçu que dans certaines régions, les particules des anneaux s'entassaient et formaient ce qui ressemble à des montagnes hautes de plusieurs kilomètres. Mais comment ces montagnes de plusieurs kilomètres de haut se sont-elles formées? La mission Cassini de la NASA a pris des images de Lune qui, en balayant les anneaux de Saturne, provoquent des torsions, des ondulations et créent des motifs en constante évolution.
Dans l'anneau A de Saturne, à l'extérieur des larges anneaux lumineux, la lune Daphné a sculpté un pic vertical de plus de 4 km. Les lunes entrent en interaction avec les anneaux de Saturne, soit pour attirer le matériau légèrement au-dessus de l'anneau, soit pour l'attirer en dessous, car l'orbite de la Lune ne correspond pas à celle de l'anneau lui-même. Le système d'anneaux qui entoure Saturne offre certes une vision spectaculaire, mais l'on trouve sur une planète voisine un phénomène très différent, presque trop monstrueux pour être crédible. Il s'agit du numéro 5 de nos 7 merveilles, un anticyclone dont la taille est 3 fois celle de la Terre. Continuons à découvrir les 7 merveilles du système solaire. Nous laissons derrière nous le numéro 7, Encelade, et le numéro 6, les anneaux de Saturne. Et nous nous dirigeons vers le numéro 5, la grande tache rouge de Jupiter. Cette mer de toutes les tempêtes mesure environ 3 fois la taille de la Terre. On ne sait pas exactement comment s'est formée la tache rouge. Elle semble exister depuis toujours, puisqu'on l'a observée pour la première fois en 1650. Elle était là bien avant que l'on commence à y faire attention. La grande tache rouge est un anticyclone dont les vents soufflent depuis plus de 3 siècles. L'immense vortex s'élève à plus de 8 km au-dessus des nuages. À côté, n'importe quelle tornade terrestre paraît naine. Les vents de 700 km/h mesurés sur la tache rouge de Jupiter sont plus violents que tout ce qui a été observé sur Terre. Sur notre planète, les tornades ne durent que quelques dizaines de minutes, ou au pire quelques heures, alors que dans la grande tache rouge, elle souffle sans discontinuer depuis au moins 4 siècles et fait 3 fois la taille de la Terre. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas être pris dedans. La plupart des tempêtes tropicales de l'hémisphère sud tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais la grande tache rouge de Jupiter suit quant à elle une trajectoire inverse. Dans l'hémisphère sud de Jupiter, la grande tache rouge tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est une tempête anticyclonique, car on a affaire à un système de haute pression, alors que sur Terre, les tempêtes sont liées à un système de basse pression. Il est naturel que le courant d'air d'un système de haute pression aille dans un sens opposé à celui d'un système de basse pression. L'origine de cette tempête permanente a longtemps déconcerté les astronomes. Mais aujourd'hui, les spécialistes sont peut-être sur le point de percer ce secret. En 1997, le télescope spatial Hubble a pris une photo de 3 petites tempêtes sur Jupiter, les taches blanches. Au bout de 3 ans, elles ont fusionné pour former une tempête de la taille de la Terre. Et c'est alors que s'est produit l'inattendu. En une seule semaine, la tempête est passée du blanc au rouge brillant. On l'appelle maintenant ovale Béat ou petite tache rouge. Mais pourquoi et comment est-elle devenue rouge? Cela reste un mystère. Les spécialistes pensent que c'est une fusion du même type qui serait à l'origine de la grande tache rouge. Comme ovale Béat, elle aurait été blanche lors de sa création. Mais lorsque sa vitesse s'est accélérée, elle a commencé à attirer de la matière dont l'un des composants serait une forme de soufre. On ne comprend pas tout à fait pourquoi la tache rouge possède cette couleur de brique caractéristique. Elle contient sans doute des substances chimiques qui, en réagissant à la lumière du soleil, lui donnent cette couleur. Les astronomes suivent de très près la grande tache rouge.
Et c'est ainsi qu'ils ont constaté un étonnant changement au cours de la dernière décennie. On a observé un rétrécissement de la grande tache rouge. Elle a diminué de moitié au cours du XXe siècle. Dans 4 siècles, sera-t-elle encore là ou aura-t-elle disparu? La grande tache rouge est de loin la plus grosse tempête du système solaire. Maintenant, après Jupiter, nous allons parcourir 300 millions de kilomètres vers le Soleil pour rencontrer une autre merveille. Numéro 4. La ceinture d'astéroïdes. Les spécialistes voulaient en savoir plus sur l'origine de cette décharge cosmique qui rassemble les débris issus de la formation du système solaire. On a longtemps pensé qu'une planète avait été pulvérisée et qu'on observait là les débris de la catastrophe. Mais aujourd'hui, on sait qu'aucune planète n'aurait jamais pu se former à cet endroit. L'attraction gravitationnelle de Jupiter et des autres planètes empêche toute matière de se rassembler à cet endroit pour former un nouvel objet. Nous traversons une zone de 150 millions de kilomètres peuplée de roches. Certaines mesurent quelques dizaines de centimètres, d'autres sont plus vastes qu'une ville. La ceinture d'astéroïdes contient des millions de morceaux de roches. Mais s'ils étaient tous rassemblés en un seul bloc, celui-ci serait plus petit que notre Lune. On en apprend davantage sur l'histoire du système solaire en étudiant les petits corps comme les astéroïdes. Nous cherchons à savoir comment ils se déplacent, quels effets ont sur eux les planètes géantes et ce qu'ils deviennent, ce qui va leur arriver. Certains films populaires ont décrit la traversée de la ceinture d'astéroïdes comme un parcours du combattant, un endroit où les vaisseaux spatiaux esquivent d'énormes blocs qui entrent en collision avant de tomber de l'espace pour détruire la Terre. Hollywood s'est-il trompé? La ceinture d'astéroïdes est-elle aussi fréquentée? C'est la question que nous pose un spectateur, Joel T. de Kansas City dans le Missouri. Il nous demande, les films décrivent-ils avec exactitude la ceinture d'astéroïdes? Merci pour cette question, Joël. Et oui, la ceinture d'astéroïdes n'a pas été décrite de façon exacte dans la plupart des films grand public. Si l'on pouvait tourner autour d'un astéroïde, on ne verrait pas de grandes surfaces craquelées sur ceux qui l'entourent. Il ressemblerait sans doute plutôt à des points de lumière éloignés. Parce que la distance entre les astéroïdes est plus grande que leur taille, ils ressembleraient à de petits points. La distance moyenne entre deux astéroïdes est d'environ 1,5 million de kilomètres. Mais dans ce vaste océan de roches aux formes étranges, on trouve une boule toute ronde. Il s'agit de Cérès, le plus grand astéroïde du système solaire. Cette roche de 1000 km de diamètre contient un quart de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. La plupart des astéroïdes de la ceinture ont une forme de grumeau ou de pomme de terre. Mais Cérès est différent. Il est assez grand pour que sa masse ou sa forme de gravité lui permettent de s'écraser en cette forme ronde. En raison de sa forme sphérique, Cérès est passé au rang supérieur. Des spécialistes l'ont récemment classé parmi les planètes naines, tout comme Pluton. La vision moderne, c'est que Cérès n'est pas un objet assez grand pour être appelé une planète. Elle est assez importante pour s'être modelée sur une forme sphérique, mais pas assez pour être une vraie planète. Cette quatrième merveille comprend des objets uniques qui datent de la formation du système solaire et qui peuvent se révéler être des armes de destruction massive. De nombreux astéroïdes ont dépassé les frontières de la ceinture d'astéroïdes. À tout moment, une de ces roches spatiales pourrait répéter l'histoire et il n'y aurait aucun survivant pour en témoigner.
Jusqu'ici, notre voyage à travers les 7 merveilles du système solaire nous a permis de découvrir les geysers d'Encelade, les anneaux de Saturne et la grande tache rouge de Jupiter. Nous arrivons maintenant à la 4e merveille, la ceinture d'astéroïdes. Ce ruban de débris abandonnés a déjà séduit le grand écran. Les roches qui ont fasciné Hollywood sont celles qui s'échappent de la ceinture d'astéroïdes pour se diriger vers la Terre. Les NEO, pour Near Earth Object, ou objets proches de la Terre, sont des rochers cosmiques, astéroïdes ou comètes, qui fondent presque chaque jour vers notre planète. Nous nous intéressons beaucoup aux NEO, ces objets qui traversent l'orbite de la Terre autour du Soleil, parce qu'ils pourraient un jour entrer en collision avec notre planète. Et ils pourraient être à l'origine de grandes catastrophes, s'ils étaient de grande taille. Le 14 avril 2010, des caméras ont aperçu un astéroïde incandescent d'1 mètre de diamètre qui filait au-dessus des États-Unis. Heureusement, il s'est brisé en 1000 morceaux avant de toucher le sol. Mais par le passé, on a vu de gros astéroïdes creuser des cratères géants. Ils sont même à l'origine d'extinctions de masse, comme l'astéroïde de Chicxulub qui a fait disparaître les dinosaures. Au cours de ces derniers milliards d'années, la Terre a été frappée à de multiples reprises par des astéroïdes de différentes tailles. L'astéroïde, qui a sans doute provoqué la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, mesurait 8 km de diamètre. Il est tombé sur ce qui est aujourd'hui le Mexique, avec de graves conséquences pour l'ensemble de la Terre. Un certain nombre de vaisseaux surveillent à l'heure actuelle tous les objets proches de la Terre, assez grands pour détruire une ville ou même pour provoquer une catastrophe globale. Nous connaissons de nombreux objets de plus d'1 kilomètre de diamètre qui pourraient traverser l'orbite de la Terre. Nous nous efforçons de détecter ces roches aussi grandes que des stades qui, si elles frappaient la Terre, ne la détruiraient peut-être pas, mais provoqueraient un immense désastre. Laissons derrière nous la ceinture d'astéroïdes et poursuivons notre voyage vers une autre des 7 merveilles. Numéro 3, le mont Olympe, ou Olympus Mons, plus grand volcan du système solaire. Quand on approche de la planète Mars, on voit immédiatement cette montagne géante. Sa base mesure environ 500 km de diamètre. C'est comme si elle s'étendait de Los Angeles à San Francisco. Ce volcan monte très haut, mais il s'élève en pente douce. On n'aurait pas l'impression d'escalader une montagne. Ce n'est pas un volcan escarpé. C'est juste une pente très douce, mais qui n'en finit pas. Le mont Olympe est situé dans le renflement ou dôme de Tharsis, une région de la planète rouge qui abrite d'autres grands volcans. Si l'on grimpait les 20 km qui séparent le sol du sommet, on pourrait voir la limite de l'atmosphère martienne. L'altitude du mont Olympe est de plusieurs fois supérieure à celle des sommets terrestres et sa base couvre des centaines de kilomètres. Il s'est formé au cours de milliards d'années grâce aux éruptions qui se sont succédées et aux couches de lave qui se sont accumulées. Il y a 100 millions d'années, des flots de lave brûlante se sont écoulés pour couvrir des millions de kilomètres carrés de la planète rouge. Aujourd'hui, le mont Olympe fait 100 fois le volume du plus grand volcan de la planète, le Mauna Loa,
situé sur la grande île de Hawaï. La taille du mont Olympe résulte de multiples facteurs. D'abord, les éruptions se sont sans doute multipliées. Ensuite, la gravité de Mars est très faible. On pèse moins lourd sur Mars que sur la Terre. Donc, ce mont a pu se construire et s'élever jusqu'à cette hauteur sans s'écrouler. La troisième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de plaque tectonique sur Mars, ni donc ce mouvement de la croûte au-dessus de la matière en fusion que l'on observe sur des objets comme la Terre. Si le mont Olympe a atteint cette taille, c'est en raison de l'absence de mouvement tectonique sur Mars. La lave, le magma brûlant, n'a pu émerger que dans un seul endroit. C'est donc là que s'est accumulé de plus en plus de matériaux issus de l'intérieur de la planète, ce qui a permis la création de cette super montagne, de ce super volcan. On pense à l'heure actuelle que Mars est inactif d'un point de vue géologique. Mais ce monstre volcanique est-il vraiment mort ou n'est-il qu'endormi? La mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne a pris récemment des images de très haute résolution montrant les coulées de lave telles qu'on ne les avait encore jamais vues. Certaines datent de 115 millions d'années, d'autres n'ont que 2 millions d'années. À l'échelle de temps géologique, c'est très récent, ce qui laisse entendre qu'il pourrait encore y avoir une activité volcanique sur Mars. Quand on regarde la surface du mont Olympe, on voit que certaines coulées de lave comprennent très peu de cratères. C'est ainsi que nous savons que ces coulées datent de 10 à 20 millions d'années pour les plus anciennes. Mais l'activité éruptive s'est poursuivie jusqu'à une époque relativement récente, si ce n'est jusqu'à nos jours. Autrefois, le mont Olympe a certainement rejeté de grandes quantités de lave brûlante. Mais cela n'est rien quand on voit la chaleur qui se dégage du numéro 2 de nos 7 merveilles du système solaire. On pourrait croire que c'est une boule de feu, mais sa surface est un océan de plasma brûlant, avec des vagues, des vents et des éruptions dont l'explosion est aussi puissante que des milliards de tonnes de TNT. Cette merveille du système solaire peut aussi bien être bénéfique que nocive pour la Terre. Elle nous apporte chaleur et énergie, mais elle nous bombarde également d'ondes et de particules à haute énergie qui peuvent être mortelles. Nous nous déplaçons à présent autour du numéro 2, la surface torride du Soleil. À la surface du Soleil règne le chaos. Elle est en ébullition. On y trouve en particulier des cellules de gaz brûlantes venues de l'intérieur de l'étoile. Elles répandent leur énergie, refroidissent, puis redescendent à l'intérieur. Ce phénomène de transfert d'énergie est appelé convection. C'est le même phénomène qui se produit lorsqu'on fait chauffer une casserole d'eau. Les spécialistes n'ont encore jamais été en mesure d'observer de près la surface du Soleil. Mais en ce moment même, une nouvelle série de satellites prend des photos de notre étoile mère. Ces images sans précédent donnent l'impression de pouvoir presque toucher la surface visible du Soleil, appelée la photosphère. C'est là que se produisent les tempêtes solaires, ainsi que d'autres phénomènes violents. La surface du Soleil, si on pouvait s'y rendre, en étant bien protégé, est un endroit incroyablement bruyant, chaud et violent.
Les températures s'élèvent à des milliers de degrés. Il y a là des tempêtes magnétiques permanentes qui font un vacarme du tonnerre. Ici, l'observatoire solaire de la NASA, le SDO, a enregistré une proéminence. C'est une boucle de plasma tranquille suspendue au-dessus de la surface solaire et soutenue par des forces magnétiques. C'est ce qu'on appelle une corde de flux. Comme on le voit ici, ces proéminences solaires peuvent parfois se déchirer et être projetées dans l'espace. Le Soleil possède un champ magnétique d'une puissance fantastique. Ces lignes magnétiques sont connectées en permanence au point chaud de la surface. Mais quand le gaz et le plasma entrent en ébullition à l'intérieur de l'étoile, elles peuvent se déconnecter ou se rompre et libérer alors d'énormes explosions d'énergie. Celles-ci libèrent en formant des arcs assez étranges d'importantes quantités de plasma qui suivent les lignes de champ magnétique autour du Soleil. Les proéminences solaires peuvent se produire en même temps qu'une autre explosion, ce qui provoque un double choc s'il est dirigé vers la Terre. L'Observatoire héliosphérique et solaire, SOHO, de la NASA, a pris récemment des images d'éjection de masse coronale, ou CME. Ces bulles massives de gaz chaud ionisé contiennent plus de 10 milliards de tonnes de matériaux solaires. Elles sont lancées dans l'espace à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres/heure. Les éjections de masse coronale sont des tempêtes incroyablement puissantes. Elles dégagent parfois l'énergie de milliards de bombes H. C'est énorme. Et lorsque ces grosses gouttes de plasma frappent la Terre, elles donnent naissance à de merveilleux phénomènes lumineux, les aurores. Elles peuvent aussi causer de gros dégâts. Quand de fortes éjections de masse coronale filent vers la Terre, elles peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques. Ces gouttes de particules ionisées peuvent endommager ou même détruire des satellites, ainsi que griller nos réseaux électriques. Elles font aussi courir de grands risques aux astronautes sortis de leur vaisseau. Les éjections de masse coronale génèrent des rayons X. Donc un astronaute sorti dans l'espace qui se retrouverait au sein d'une CME en recevrait une dose importante. Heureusement, notre atmosphère absorbe la plupart des rayons X et nous n'en ressentons pas les effets négatifs à la surface de la Terre. Dans un avion en haute altitude, on peut recevoir une forte dose de rayons si une vaste éjection frappe la Terre. Ces images toutes récentes nous rappellent que la surface du Soleil est dotée d'une puissance dont il faut tenir compte. Et notre étoile mère risque de se réchauffer dans un avenir proche. L'activité solaire suit un cycle de 11 ans. En 2013, le Soleil sera au pic de ce cycle. C'est ce qu'on appelle le solaire maximum. À ce moment-là, il pourrait se produire à la surface du Soleil la tempête parfaite. Le Soleil a connu par le passé quelques grandes tempêtes solaires qui ont mis hors service nos réseaux électriques et satellites de communication. Il s'en produira d'autres. Cela peut arriver à n'importe quel moment au cours de notre vie, aussi bien que durant le prochain millénaire. Nous n'en savons rien. C'est une des choses les plus passionnantes à étudier à propos du Soleil. Essayer de comprendre et même de prévoir ces tempêtes. Mais il est une chose qu'une tempête solaire ne peut pas détruire. C'est le numéro 1 des 7 merveilles du système solaire. C'est la 5e plus grande planète. 10% de sa surface est couverte en permanence de glace. Et son intérieur brûlant comprend assez de magma pour garder ses volcans en éruption pendant des milliards d'années. Notre voyage se termine en apothéose, avec le numéro 1 des 7 merveilles du système solaire, la Terre.
La Terre est sans doute la plus grande merveille du système solaire. Elle est parfaitement adaptée à notre existence. On y trouve de l'eau liquide, une atmosphère protectrice, des températures confortables. C'est un endroit merveilleux. La Terre, troisième planète à partir du Soleil, est d'une beauté à couper le souffle. À la différence des autres corps du système solaire, ici l'eau liquide recouvre près des 2/3 de la surface de la planète. Les continents offrent des paysages variés. Et la Terre est seule à pouvoir abriter des formes de vie aussi incroyablement différentes. La Terre possède un certain nombre de caractéristiques qui la rendent unique. D'une part, elle n'est ni brûlante ni glaciale. Elle est à une distance idéale du Soleil, ce qui lui permet de jouir d'une température modérée et ainsi d'abriter la vie. D'autre part, ce n'est pas un monde complètement aquatique, ni un désert totalement aride. C'est une combinaison équilibrée de terre et d'étendues d'eau, peuplée d'une grande variété d'espèces. Les scientifiques sont prêts de percer le mystère de l'origine de la vie terrestre. Ils sont remontés pas à pas jusqu'à la naissance de la planète. Il y a 4,6 milliards d'années, du gaz et des particules de poussière ont commencé à s'agréger dans le disque tourbillonnant de débris abandonnés après la formation du Soleil. Ils ont fini par constituer de grosses pierres faites de roches et de glace, comme les astéroïdes ou les comètes. Pendant des millions d'années, ces corps sont entrés en collision et ont fusionné, donnant naissance à des planètes. Et durant ce processus de création, la Terre a acquis certaines propriétés. L'abondance d'eau liquide est une de ses caractéristiques. On pense que les premiers volcans ont libéré d'énormes quantités de vapeur d'eau, qui se sont condensées pour donner ensuite les pluies qui ont alimenté la planète en eau. Mais récemment, de nouvelles hypothèses ont été envisagées. Une partie de l'eau pourrait venir des comètes ou d'une ceinture extérieure d'astéroïdes riche en eau. Autrement dit, elle serait issue de roches ayant contribué à la formation de la Terre à la fin de l'ère des grands bombardements. L'eau est un composant essentiel de la vie. Autrefois, on pensait que celle-ci avait commencé dans ce qu'on appelle la soupe primordiale, une étendue d'eau tiède contenant l'énergie et les éléments de l'atmosphère nécessaires à la production d'acides aminés. Mais des recherches plus récentes ont démontré que l'énergie chimique et les protéines de la Terre s'étaient infiltrées au fond des océans par les fissures hydrothermales. Au fil du temps, cette mixture a donné le départ à la vie en produisant des cellules vivantes. On sait que l'eau liquide est essentielle à la vie et que celle-ci a sans doute commencé dans un environnement aquatique. Est-ce dans les profondeurs de l'océan, sur les évents volcaniques ou dans un étang peu profond? On ne sait pas vraiment où et comment la vie est née, mais cela a eu lieu et nous n'avons rencontré ce phénomène sur aucune autre planète. Ensuite, le hasard a permis l'évolution de créatures complexes. Il y a environ 3 milliards d'années, une très vieille bactérie sous-marine a commencé à utiliser l'eau, le dioxyde de carbone et l'énergie du soleil pour produire les hydrates de carbone nécessaires à sa survie. Ce processus, la photosynthèse, a libéré de grandes quantités d'oxygène dans l'eau de mer et par suite dans notre atmosphère. On a avancé d'un grand pas lorsque la Terre a été envahie par l'oxygène. Au début, l'atmosphère n'en était pas riche, mais quand cela s'est développé, surtout grâce à la photosynthèse, des formes de vie de plus en plus complexes ont pu apparaître. Après plusieurs milliards d'années d'évolution planétaire et biologique,
les premières plantes et animaux sont sortis de l'eau pour atteindre la terre ferme. On estime que l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu il y a environ 200 000 ans. Puis son évolution l'a conduit à des révolutions technologiques. Depuis les monuments antiques construits à main nue, jusqu'aux métropoles bourdonnantes, les hommes ont transformé le visage de la Terre, qu'on la regarde du sol ou de l'espace. La surface terrestre a été modifiée en particulier par les villes et par l'activité humaine. Nous faisons partie de la Terre, nous avons créé tout ce qui modifie sa surface. La géologie a été radicalement altérée par l'apparition des villes et de toutes les activités en surface. C'est un phénomène qui, à notre connaissance, ne s'est produit nulle part ailleurs. En tout cas, il est certain qu'il n'y a rien de comparable dans le système solaire. Notre parcours cosmique nous a permis d'admirer les 7 merveilles du système solaire. Encelade, la Lune aux geysers glacés, les incroyables anneaux de Saturne, la grande tache rouge de Jupiter, le mont Olympe, gigantesque volcan, la mystérieuse ceinture d'astéroïdes et le Soleil avec ses tempêtes. Mais nous n'aurions pu vivre cette aventure inoubliable sans l'existence de notre planète mère.